Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue à cette autre édition de la revue de Grande Une sur Equinox Télévision. La presse est donc disponible dans les kiosques ce matin. La nouvelle expression parle de Bamenda, mystère autour de la libération des 78 collégiens. D'ailleurs, les élèves enlevés lundi au nord-ouest sont donc libres depuis hier matin. L'information a été confirmée par les responsables de l'établissement et les autorités de la région qui indiquent que 4 personnes sont encore en captivité, mais les circonstances de leur enlèvement et bien entendu, leur libération suscite beaucoup d'interrogations. C'est à lire en page 3 du journal. Le journal qui parle également de la crise anglophone avec les États-Unis qui appellent au dialogue. Le porte-parole du département des États américains a d'ailleurs annoncé mardi la grave préoccupation des États-Unis face à la crise anglophone et fait savoir que les intimidations systématiques fondées sur l'appartenance ethnique et religieuse doivent donc cesser. C'est en page 4 de ce numéro qui parle également de la CAN 2019. La mission de la CAF annoncé. Les émissaires de la Confédération africaine de football arriveront au Cameroun ce week-end, après notamment la nouvelle expression qui évoque tout cela en page 10 du journal. Par là, également des grandes opportunités et pas le copie, des grandes réalisations. Le discours d'investiture de Paul Biya a donc dégagé des axes déjà présents dans son allocution de la prestation de serment de 2011. C'est ce que dit le journal en page 6. Également, on parle de l'Assemblée nationale avec notamment des vieux textes chez les députés concordés depuis au moins 5 ans. Ils viennent d'être déposés à la Chambre basse du Parlement. On peut lire tout cela également en page 7 du journal La Nouvelle Expression. Le messager qui est dans les kiosques ce matin parle de violation de la Constitution. Paul Biya va-t-il enfin déclarer ses biens? C'est une grosse question ce matin. Le journal parle également fait savoir que la machine de la mise en œuvre de ces dispositions de l'article 66 de la Constitution du Cameroun étant grippée, l'homme du 6 novembre peut-il créer la surprise? Une question également à lire dans le journal avec des explications en page 4. Le journal parle également de Bamenda, flou autour de la libération des 80 otages. Le mystère reste entier sur l'identité des ravisseurs et même les circonstances exactes de leur libération. C'est en page 10 du journal Le Messager de ce matin qui parle également de la vie et de la mort d'Madjoda Adudi, le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Donc, qui s'est éteint hier à Paris, des suites de maladies, c'est ce qu'on peut lire aussi en page 3 du journal. Le Messager de ce matin, Émergence, le quotidien privé bilingue, qui est dans les kiosques s'intéresse à la tension, parle de tension ethnique au Cameroun, la mise en garde de Donald Trump à Paul Biya, c'est ce qu'on lit également dans le dossier proposé par le journal, qui s'intéresse aussi à ce qui se déroule à Bamenda dans le nord-ouest. Les autorités annoncent d'ailleurs la libération de 79 élèves enlevés. On lit cette actualité également dans le numéro de ce matin. Le traitement est donc réservé par le tabloïd. Alors, autre sujet à découvrir dans le numéro disponible ce matin, c'est bien entendu ce que propose d'ailleurs la nouvelle expression, j'allais dire l'équation de ce matin. L'équation qui parle de Paul Biya qui tend la main aux Camerounais, à la suite notamment de la prestation de serment du chef de l'État, c'était le 6 novembre dernier. On a entendu, on a écouté, bien entendu, il s'est évertué à rappeler qu'il s'agit notamment de lui qui est garant des actions et bien entendu du peuple camerounais. Il doit donc amener ce peuple donc à la campagne, à réaliser bien des actions sur le terrain et tout au moins redonner le goût de la vie à ces Camerounais. C'est-à-dire dans le journal proposé ce matin, c'est l'équation qui s'intéresse aussi à la localité d'Undé lors de la prestation de serment du Paul Biya. On a vu les populations de cette localité, l'Undé qui célébrait notamment son champion, à lire dans le numéro disponible également. Toujours dans les kiosques ce matin, on va retrouver le journal Mutation qui parle donc de participation à la prise des décisions. Si jeunesse pouvait, donc on peut lire ça également dans le journal depuis plusieurs années d'ailleurs, selon le journal ce matin, pour dire qu'il y a plusieurs décennies donc après, les jeunes sont toujours relégués à la périphérie même de la gestion des affaires au Cameroun. Le chef de l'État qui promet d'ailleurs d'y remédier à cette situation sans préciser tout de même les modalités du changement annoncé ou attendu par ces jeunes en question. Et donc dans le journal, il y a des réactions des politologues et bien entendu des militants du RDPC, M. Sanga Nyamding par exemple, qui fait des propositions dans le dossier proposé par le journal. Le journal parle également du Nord-Ouest avec comment les otages ont été libérés. C'est également la question et avec la réponse que vous aurez à lire dans le numéro Mutation de ce matin. On va découvrir aussi le journal Le Quotidien de l'économie qui parle de la FADEC, qui emporte d'ailleurs l'argent des épargnants, donc avec l'alerte faite par le journal ce matin.
On peut davantage lire l'article pour comprendre un peu qu'est-ce qui motive justement les difficultés rencontrées par l'agence des épargnants en question. Dans le soir hebdomadaire s'intéresse à autre chose, parlant notamment du soutien, de l'un des soutiens de poids de Paul Biya qui s'en est allé. Il s'agit de Amadjouda Adjoudi, qui est donc l'un des secrétaires généraux, en tout cas, l'un des secrétaires en tout cas de ce parti politique. On a observé également tout cela dans le journal ce matin. Et d'autres faits aussi, d'autres sujets que je vous invite à lire. Le quotidien Le Jour parle de Maurice Kamto, séquestré dans son domicile dont le leader du MRC est gardé dans son domicile depuis le 6 novembre dernier, interdit de tout mouvement. C'est dans le journal disponible ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Guy Fonga, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui regardent la revue des unes qualitatives des journaux qui paraissent au Cameroun. Donc je voulais simplement ce matin avoir une pensée spéciale pour tous les ouvriers de la presse, tous les journalistes qui au quotidien se donnent beaucoup de mal pour nous faire du bien et qui très souvent sont incompris et qui travaillent dans un environnement de misérabilisme déconcertant et qui par la suite sont injustement, la plupart du temps, sanctionnés par nos autorités. Merci. Courage à ceux-là qui travaillent au quotidien pour éclairer la population. Merci. Nous allons évoquer le sujet tout à l'heure. Bonjour Camille Nelly. Fabien Brodonomo, bonjour téléspectateurs d'Equinox. Moi je voudrais avoir une pensée émue pour la famille de M. Amadjouda Adjoudi, que j'ai connu personnellement. C'est un monsieur très affable et qui, dans quelques-unes de nos conversations, parce qu'il a été ministre d'Amadou Ahidjo, il a été ministre de Paul Biya pendant 20 ans, vous le savez très bien, et il m'a raconté les conditions dans lesquelles il a été remarqué par le président Amadou Ahidjo et comment il a travaillé avec lui, comment il a travaillé avec M. Paul Biya. Donc ce monsieur qui est un homme très très affable, un homme très réservé, son aide à aller aujourd'hui, je voudrais adresser toute ma sympathie à sa famille. Très bien. Avec vous également, nous allons aborder un sujet que la presse n'a pas évoqué ce matin, comme vous le savez, puisque c'est arrivé à une heure indue, c'est-à-dire après 23 heures, carrément. Il y avait déjà tous les tabloïds, avaient déjà, je voudrais dire, les rédactions étaient déjà passées à l'imprimerie. Il s'agit de l'interpellation et même l'incarcération de Mimi Mefo, qui est journaliste, travaillant pour le groupe La Nouvelle Expression, alors qui a passé sa première nuit à la prison de Nebel. J'imagine la froideur avec laquelle les téléspectateurs vont apprendre cette nouvelle, ceux-là qui ont découvert ou alors qui ont régulièrement regardé Mimi Mefo sur Equinox. Non, il faut dire que nous avons tous appris avec beaucoup de surprise l'incarcération, on va dire l'incarcération, vu que c'est de ça qu'il s'agit à Newbel, et la rapidité avec laquelle les choses sont allées prête quand même à équivoque. On se serait quand même attendu à ce que l'audition se passe un peu plus dans la règle de l'art, mais à peine auditionnée et à peine elle est envoyée à Newbel, j'avoue que ça laisse quand même une douche froide pour la plupart de ceux qui travaillent au quotidien pour apporter l'information et donner la nouvelle. Vous voyez, notre malheur, c'est que je l'ai très souvent dit, on est dans un environnement où la démocratie reste encore un apprentissage assez douloureux. Et les gens n'ont pas encore accepté qu'on puisse avoir des avis contraires et disent le contraire de ce qu'ils pensent et qu'on soit vraiment dans le stricto sensu du principe, c'est-à-dire que relayer exactement ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu. Et à partir de ce moment où on n'a pas toujours cette capacité à écouter et à voir et à laisser entendre les choses telles qu'elles sont, on a malheureusement envie de donner raison à ceux qui pensent qu'on est dans un état dans lequel il y en a, parce que ce type de situation va conforter ceux qui ont toujours pensé que la liberté de presse au Cameroun est à remettre au calendrier grec, parce que rendre compte au quotidien de ce qui se passe dans les 10 régions du Cameroun fait partie du travail quotidien de journalistes, et on ne devrait pas être interpellé et incarcéré parce qu'on rend compte des faits. C'est un peu désolant pour la presse. Vous êtes le papier de la presse, les journalistes doivent-ils disparaître ou arrêter d'exercer? Non, moi je dis que j'ai été tétanisé au moment où j'ai appris l'incarcération de Mimi Mefo.
une jeune professionnelle que je côtoie tous les jours, une professionnelle très consciencieuse, ça c'est reconnu. D'ailleurs, tous ceux qui la voient présenter le journal ou bien faire des reportages connaissent au moins ce nom-là. Qu'elle soit convoquée devant le tribunal militaire et envoyée in petto à la prison centrale de New-Bel en pleine nuit, moi je pense que c'est une erreur. C'est une erreur, il faut le rappeler. C'est une erreur dans la mesure où tous ceux qui sont chargés de l'application de la loi doivent connaître, doivent appréhender en réalité l'opportunité de certains actes qu'ils posent. Arrêter une journaliste, l'envoyer, la traduire devant le tribunal militaire et l'envoyer à la prison de New-Bel 3 ou 4 jours après la prestation du serment du chef de l'État. Moi je dis que c'est préparer la presse à s'agiter pendant plusieurs mois et même l'international. Parce que quand on regarde les motifs pour lesquels elle a été envoyée, on dit propagation de fausses nouvelles et atteinte à la sécurité intérieure. Maintenant, à l'examen de ces motifs-là, moi je pense que c'est un mauvais service qu'on est en train de rendre à Paul Biya au moment où il commence son mandat. Parce que ceux qui sont là, que ce soit le ministre de la Justice, que ce soit le secrétaire d'État de la Défense, que ce soit le ministre de la Défense, que ce soit même le ministre de l'Administration territoriale, devraient comprendre que le moment n'est pas en début de règne, le moment est mal choisi pour démarrer avec une situation comme celle-là. On aurait même pu la traduire devant le tribunal militaire et permettre qu'elle comparaisse libre, mais pas l'envoyer en prison. Je dis que c'est une mauvaise chose, je pense que c'est une mauvaise chose, et j'en appelle à la conscience de ces hauts responsables. Certains ne feront plus partie du prochain gouvernement, mais qu'ils sachent qu'il est contre-productif aujourd'hui d'envoyer une journaliste en prison. Et moi je pense que si on veut sévir contre ces journalistes qui s'emploient tous les jours effectivement à propager de fausses nouvelles dans les réseaux sociaux, on les connaît, je ne veux citer aucun nom aussi, on connaît, les connaissent les noms de ceux qui balancent n'importe quelles informations et n'importe quelles mauvaises informations contre le Cameroun, on les connaît. On aurait pu d'abord commencer à les convoquer, leur montrer le doigt, leur dire qu'on va sévir, et maintenant, sévir après un avertissement. Mais on ne peut pas prendre une journaliste, et surtout une jeune femme, l'envoyer in petto en prison. Je pense, à mon humble avis, que c'est une erreur, et il est encore temps de pouvoir remédier à cette situation. Alors, ce n'était pas avec l'attitude de quelqu'un qui va à l'église, mais elle était plutôt menottée lorsqu'elle... On la conduisait. C'est dire toute l'humiliation qu'on voulait apporter à cet acte-là et comme une sorte de message subliminal qu'on envoie à la presse de se tenir à distance. Et c'est très irritable. Je crois quand même que il faut qu'on le dise avec suffisamment d'enfance. Equinox, c'est un média quand même qui a des journalistes dont le professionnalisme et la rigueur, force, admiration et respect. Donc on ne peut pas, je crois que sauf si je me trompe, Mimi est d'ex-anglais, adjoint, oui, Equinox, voilà. De toute façon. Donc ça veut dire qu'en réalité, je veux dire qu'elle a une certaine rigueur, une certaine distance, une certaine maturité dans le traitement de l'information. Et ce qui est davantage gênant, c'est qu'on parle de propagation de fausses nouvelles. Je veux dire que le dire, ça veut dire que Equinox le fait, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. La rigueur avec laquelle Equinox travaille est assez appréciable. Et un des drames de notre pays, c'est la montée en puissance des réseaux sociaux qui a laissé aussi prospérer une nouvelle race d'individus qu'on appelle les lanceurs d'alerte, qui sont venus polluer totalement l'environnement de la presse, où des apprentis sorciers font feu de tout bois. Et je suis plus surpris que le doyen. Ceux-là qui, au quotidien, ne font que la propagation des fausses nouvelles sont des gens connus, établis, qu'on connaît. Absolument. Mais jamais n'ont été inquiétés. C'est ceux-là, justement, qui mettent de l'huile sur le feu, qui font feu de tout bois, qui montent les canaux les uns qu'ont les autres, qui montent des ethnies les uns qu'ont les autres, mais ils ne sont quasiment jamais inquiétés. Donc, on ne peut pas, je vais dire à mon sens, interpeller une journaliste qui travaille dans un média sérieux, connu, qui est apprécié par la rigueur et en un tour de bras, elle est envoyée en prison. Donc, moi, je voudrais quand même apprécier toute la mobilisation qu'il y a eu du SNDC depuis hier autour de cette affaire. Je parle du syndicat, pour ceux qui nous regardent à l'étranger, du syndicat des journalistes du Cameroun, qui depuis hier a pris cette affaire à bras le corps et qui fait des mains et des pieds pour que l'opinion nationale et internationale soit édifiée et clarifiée sur vraiment ce qui se passe. Donc interpeller. Il y a comme un siège également, c'est un autre syndicat en tout cas, un regroupement de voilà, journalistes tout à fait. anglophones.
Même des avocats qui s'y sont... Oui, tout à fait, qui sont mobilisés et c'est très regrettable. Heureusement, je reviens de Yaoundé où j'ai passé quelques jours. Nous sommes en train de mettre sur pied en ce moment une sorte de réseau panafricain de la presse en ligne. Où il faut commencer, c'est davantage urgent avec ce qu'on observe avec Mimi, qu'il faut toiletter tout ce qui se passe autour des réseaux sociaux et d'Internet. Parce qu'il y a tellement de pollution qui font que même les vrais journalistes finissent par être inquiétés alors qu'ils ne font que de manière saine leur travail au quotidien. Donc il faut rapidement clarifier ça. C'est une mauvaise publicité qu'on fait. C'est une mauvaise publicité qu'on fait au président Paul-Biya. Je pense que à ce jour-ci, les vrais brigands sont évolués assez le vert, on les connaît. C'est une mauvaise publicité qu'on fait au président. Il n'en avait pas besoin. En ce moment, il a besoin. Il parle des grandes opportunités. Il a aujourd'hui plus que jamais besoin d'être accompagné par une presse crédible dans le relais de l'information. C'est une mauvaise publicité, on aurait pu éviter ça. C'est regrettable. La corporation n'entend pas se taire de toute façon face à cette situation. On verra bien ce qu'il y aura à faire tout au long de son séjour. Et il est fort probable qu'il y ait donc des écrits et autres qui pourraient donc susciter des réactions importantes face à cette situation. Camille, et nous allons évoquer quelques cas également. Oui, mais avant de les évoquer, quand vous dites que la corporation n'entend pas se taire, elle ne va pas se taire. La corporation ne va pas se taire, les journalistes vont continuer à parler, les ONG vont parler, les avocats vont parler, ça va faire de la mauvaise publicité au Cameroun. Je le dis, je le maintiens, le président de la République n'avait pas besoin d'une affaire aussi saumâtre en début de mandat, alors que c'est une mauvaise décision qui a été prise. Vous vous souvenez, je vais vous dire, en 1990, quand M. Onoblak est arrêté par un certain commissaire Bachandji, tout simplement parce qu'il s'était réuni chez lui avec quelques amis pour écrire une lettre qui n'a même pas été publiée. On a arrêté Onoblak, on les a envoyés en prison, on les a traduits devant le tribunal militaire, mais il y a une mobilisation monstre, tant au niveau de la presse que des avocats et de l'international. C'est à cause de cette malencontreuse, je dis, initiative du commissaire Bachandji, parce que s'il n'avait pas arrêté M. Onoblak, il n'y aurait pas eu l'affaire Onoblak. C'est à cause justement d'une mauvaise interprétation. Quelques mois plus tard, quelques années plus tard, la même année, à la fin de l'année, au moment où l'affaire est en train de se tasser, Célestin Monga a écrit un article que personne n'a lu, dans lequel il dit que Paul Biya a un discours condescendant et tout cela. On fait arrêter Célestin Monga, puis on les envoie à la PJ. Imaginez, ça fait un bruit, un cafarnaum monstre. À cause de cela, on a débouché sur les villes mortes. Donc moi, je dis que à tous les coups, ce sont les collaborateurs du chef de l'État qui prennent parfois la mauvaise idée, surtout au niveau de l'interpellation et de l'incarcération de certaines personnes. Et moi je pense, et je le dis, je le maintiens, que cette arrestation de Mimi Mifo a été une mauvaise initiative prise par des gens qui n'ont pas vu l'intérêt de sauvegarder le début du mandat du chef de l'État. Et puis, juste une phrase pour sortir rapidement, pour dire que c'est un peu pénible de le dire, mais on va peut-être le dire, mais peut-être Mimi anglophone, il faut peut-être les gens le sachent. Mais je veux dire que c'est de l'huile sur le feu qu'on jette inutilement et c'est gênant, c'est pas normal. Le président n'en a pas besoin. Vous avez suivi comment la prestation du serment du président l'autre jour, où le Clément à Tangana a rappelé avec emphase que le président voudrait, en citant justement Yves de Moussi, qu'on retienne de lui celui qui a apporté la démocratie et la prospérité. Alors, ce qu'on entend faire depuis 48 heures, c'est faire mentir le Clément à Tangana, qui aussi est magistrat de haut vol, c'est faire mentir le président Paul Biya, et c'est un crime contre la démocratie, et on devrait le dire avec suffisamment d'emphase. Très bien. Alors, la presse également est disponible, comme on le sait, même si le sujet n'a pas été évoqué par les tabloïds, parce que, ayant été mené en tout cas une certaine heure, 23 heures par là, la presse parle bien entendu de ce mystère autour de la libération des 72 collégiens, c'est la nouvelle expression qui titre ainsi, et en même temps, le journal Le Messager qui parle donc de flou autour de la libération des 80 otages. Oui, il faut dire que c'est une qui a fait les gorges chaudes de la presse, parce qu'il y a quand même un flou. Parce que quand vous lisez le communiqué final qui annonce la libération des otages, à aucun moment on ne fait allusion à ce qu'on a fait des kidnappeurs dont on disait avoir identifié. Donc il y a une sorte d'opacité qui ne rassure pas les populations, parce qu'on les a aussitôt arrêtés, aussitôt libérés. C'est tellement allé très vite que ça laisse le passé qui est entretenu dans le communiqué final ne permet pas exactement de... C'est vrai qu'on a une armée assez efficace, hein, vraiment, on ne va pas dire le contraire ici, mais les zones d'ombre qu'il y a autour du communiqué laissent quand même croire que
Ça ressemble à un scénario hollywoodien, mais on aurait dû, on avait intérêt quand même à clarifier ça de manière exacte, que les populations sachent exact. Parce que si on ne nous dit rien sur les kidnappeurs, rien n'interdit que demain, le même scénario se reproduise. Donc les populations ont quand même, les parents ont besoin de savoir ce qu'on a fait de ces gens-là. Je crois que c'est le minimum d'éclairage qu'on peut apporter aux populations. Donc tant que ce n'est pas fait, ça laisse une suspicion qui est malsaine et qui ne rassure pas, malheureusement. Très bien. Alors, 80 otages, ça c'est le messager flou, donc autour de la libération même de ces otages. La nouvelle inspection fait savoir qu'il y a 4 personnes qui sont encore en captivité. Oui, mais est-ce que cela participe-t-il du flou ou bien cela participe du caractère, je dis, du caractère curieux de cette affaire? On nous a appris la veille de la prestation de serment de M. Paul Biya que 80 ou 79 enfants auraient été enlevés du côté du nord-ouest. Bon, maintenant, l'armée s'est lancée à leur recherche et des instructions ont été données. Parce que ça, le colonel Badjek l'a dit, et je pense que c'est absolument intéressant et absolument normal, qu'on évite au maximum la confrontation, le clash, donc l'échange de coups de feu, parce que cela peut causer justement la mort des enfants par des balles perdues, tout cela. Bon, selon le communiqué du colonel Badjek, ils avaient été filés, reprofilés à partir des données satellitaires et un certain nombre de moyens spéciaux. Ils ont été localisés et la zone a été bouclée certainement que les ravisseurs, sentant l'étau se refermer, ont abandonné les enfants et ont fui. Bon, mais il faut aussi le dire dans les réseaux sociaux, parce que ça aussi c'est la vérité. Et c'est peut-être ça qui pousse la presse à se poser des questions. Oui, alors, certaines choses disent que certains amazoniens ont dit que c'est pas eux. D'autres disent que non, c'est peut-être les forces de l'ordre qui les ont. Bref, on raconte un peu tout et un peu n'importe quoi au sujet de cette affaire. Dans une région où justement les kidnappings sont devenus monnaie courante à un moment donné, et surtout les kidnappings d'enfants et de personnalités, de responsables administratifs. Moi, je pense que la presse devrait continuer à faire ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire que relayer l'information, peut-être se poser des questions, mais pas des questions obscènes. Parce que, souvenez-vous, cette même presse s'était posé la question la semaine dernière de savoir quelle est la balle qui a tué le pasteur américain. Est-ce sont les balles des hommes armés qui l'ont attaqué, ou bien sont des balles de l'armée camerounaise? Moi, je pense que cette question n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens dans la mesure où, au moment où il y a eu un clash avec au centre le pasteur américain qui était là, des coups de feu ont été échangés. Vraiment, je vois mal comment les militaires auraient pu froidement et intentionnellement tirer sur le pasteur américain. Donc, et ça, c'est des questions qui sont là pour rendre cette information assez floue et assez indigeste. Il y a eu ce clash qu'on a vu, il y a eu un échange de coups de feu, des sécessionnistes ont été arrêtés d'ailleurs. Des hommes armés ont été arrêtés parmi ceux qui ont qui ont attaqué ce pasteur, parce qu'il a été établi que des hommes armés ont attaqué le pasteur américain. Bon, mais maintenant, moi, je pense qu'on laisse le ministère de la Défense donner toute l'information, mais pas commencer à spéculer en se demandant au fait quelle est la balle qui l'a tué. Et moi, je crois que là aussi, il est la responsabilité du journaliste de donner l'information et de ne pas être trop affectif. Non, disons que c'est un happy end que nous applaudissons des deux mains, parce que c'est la preuve qu'on a une armée qui sait prendre ses responsabilités. Souvenez-vous, je l'ai très souvent dit, si un État est fort, il vous écrase. Donc s'il est faible, vous périssez tous. Donc là, on voit bien que l'armée, de temps en temps, peut faire preuve de génie et de ramener les otages aussi rapidement. Sauf qu'on aimerait simplement que ce genre d'attitude soit un peu plus régulière, qu'on ait une armée qui soit plus prompte à réagir, et que les populations qui ne demandent qu'à être protégées et encadrées par l'armée qui a le monopole de la violence physique légitime, puissent en fait encadrer ces populations du nord-est et du sud-est qui n'arrivent même pas à aller à l'école, alors que l'État a les moyens de ramener la paix et la calme. Très bien. On peut lire tout cela dans la plupart des tabloïds ce matin, parlant notamment de cette libération de ces jeunes, et en tout cas, et les responsables de l'établissement, dans le messager, la nouvelle expression. Alors, on parle également du sport avec la CAN 2019, la mission de la CAF, annoncée au Cameroun, selon le journal La Nouvelle Expression, pour dire que la Confédération africaine de football vient pour une énième fois vérifier si tout est fin prêt pour
avant le coup d'envoi même de la CAN. Oui, c'est qu'il y a de bonne guerre. Il est bien. Il est bien, il est normal que ce type de visite d'inspection se répète pour mettre de la pression au Cameroun et être sûr qu'on va véritablement être prêt le jour 10, comme le président l'avait annoncé. Souvenez-vous que nous étions les sorties de... D'ailleurs, il ne vous a pas échappé que Ahmad est monté plusieurs fois au créneau pour dire que le Cameroun n'est pas prêt à donner cette CAN. Après, il était traité de tous les noms d'oiseaux. S'il n'avait pas eu cette pression positive-là, je ne suis pas sûr que le quart de ce qui est fait en ce moment aurait été fait. Donc c'est normal que ce type d'inspection, parce que contrairement à ce qu'on pense, le Camerounais est un être vraiment essentiellement extraordinaire. Donc il faut mettre la pression. Il faut mettre la pression que les autorités avancent dans les travaux. Donc j'ai visité le stade Olembe encore il y a quelques jours. D'aucuns vous disent que d'ici la fin d'année, d'ici janvier, on verra sortir quelque chose de terre d'assez concret, d'assez présentable. Le mois de décembre, en fait. Voilà, donc, on dit que tout sera... Bon, j'ai dit il y a quelques jours, vraiment, ça donne à espérer. Donc les gens y travaillent. Mais c'est une pression positive. Sauf qu'on n'en avait pas besoin. On est malheureusement dans un état qui est... On ne dit peut-être pas suffisamment, mais c'est la forme la plus achevée de l'inertie. Ça fait 4 ans que cette CAN a été attribuée au Cameroun. Mais rien n'a été fait. On vient de travailler à la dernière année sous pression parce qu'on a fait les surenchères et la surfacturation. Et certains, ça mettront encore, comme à l'habitude, plein les poches. Et c'est irréfutable. Alors, il y a 4 ans qu'on a annoncé, en tout cas, que le Cameroun est au courant qu'il devait abriter ou accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'on devrait travailler sous pression alors que c'est une autre affaire? On n'aurait pas dû. On n'aurait pas dû, une fois de plus, ce sont les responsables nommés par le chef de l'État qui n'ont pas fait leur boulot comme il fallait. Ce sont des personnes chargées de l'exécution et de la mise en place de ces structures qui ont préféré se tourner les pouces, dormir, attendre les derniers moments pour amener le déclenchement de procédures d'urgence et qui permettent bien évidemment de tous les jonglages possibles. Bon, maintenant, le président de la République, conscient de cela, a annoncé à la cantonade et au monde entier que le Cameroun sera prêt le jour J. Il ne faudra pas qu'on... fait mentir le président. Voilà. Comment on le fait pour la démocratie en ce moment? Tout à fait. Donc, je pense que cette mission de la CAF qui arrive, c'est une mission de plus. Vous vous souvenez que M. Ahmad a dit que si le Cameroun n'organise pas, ce ne sera pas de la faute de la CAF, mais ce sera plutôt de la faute du Cameroun. Donc cette mission arrive encore. Après cette mission, il y en a encore une autre qui est prévue pour décembre. Et après celle-là, on va se retrouver en 2019 et la Coupe d'Afrique sera tout à côté. Moi, je pense que les bouchées doubles, entre maintenant et le mois de décembre, on doit les mettre. Parce que les stades sont certainement en train de pousser. Et les infrastructures routières, qu'est-ce qu'on en fait? Jusqu'aujourd'hui, le rond-point de Daïdo est un véritable labyrinthe où on fait parfois plus d'1 heure entre le rond-point de Daïdo et l'hôtel de Gné, et vice-versa. Donc, est-ce que tout cela, les gens vont s'y mettre? L'entrée des grandes villes, c'est toujours... non, autrement l'entrée des grandes villes, mais même l'accès au stade. L'accès au stade même. Il y a des gens qui viendront regarder les matchs, ils vont passer par où? Vous allez passer par Niala, vous connaissez la route de Tel Aviv, pas pour moi. Très bien. Alors, donc, on peut lire ça également dans le journal La Nouvelle Expression de ce matin, parlant de la mission de la CAF qui est annoncée au Cameroun pour ce week-end. Donc, selon le numéro Mutation, parle de participation à la prise des décisions avec ce titre, Si jeunesse pouvait. La jeunesse peut. Je suis très heureux de ce titre parce que je suis de ceux qui ont été très actifs durant cette campagne présidentielle-là. Donc j'ai vu les jeunes mouiller le maillot. Même si ça s'est fait un peu tardivement, mais je pense que davantage les jeunes sont un peu plus conscients ils ont la responsabilité de prendre leur destin en main. Vous savez, la jeunesse, c'est le feu sacré. C'est le feu sacré et le président l'a régulièrement présenté comme étant le fer de lance de la nation. Malheureusement, elle n'est pas toujours au cœur des décisions parce qu'elle a été reléguée au second rôle. Sauf que c'est terminé, ça ne doit plus durer longtemps. Les jeunes ont davantage compris que le pouvoir s'arrache, il ne se donne pas. Donc, vous avez apprécié comme moi sur les candidats à l'élection présidentielle, l'essentiel des candidats étaient jeunes. Et ça donne des raisons aux autres jeunes d'espérer, d'oser même,
Le président demande aux jeunes d'oser, ça permet aux jeunes d'oser justement et de croire qu'ils peuvent inverser le rapport des forces. Donc, jeunesse peut prendre. Je suis très heureux parce que l'échéance à venir, c'est-à-dire que l'année prochaine à la municipale et législative, de plus aujourd'hui, d'ailleurs j'ai reçu encore des jeunes à notre plateau Céline pour convaincre il y a quelques jours. Vous avez des jeunes qui se préparent déjà pour aller au législatif, qui sont en train de mobiliser les fonds et les moyens pour ça. Donc ça veut dire que c'est une des conséquences de cette élection présidentielle là et ils vont se multiplier comme ça au fil des semaines qui iront braver les interdits et briguer des postes de responsabilité pour que pas ces vieux mais ces anciens qui sont au pouvoir estiment qu'il n'y a aucune honte à être jeune et qu'un jeune, parce qu'ils sont arrivés au pouvoir jeunes, donc nous pouvons aussi arriver au pouvoir jeune et faire de très belles choses. Très bien. Alors depuis plus de 2 décennies, c'est le journal, en tout cas les jeunes sont toujours relégués au second rang, aux oubliettes parfois. Aujourd'hui le chef de l'État a promis d'y remédier, en tout cas il estime qu'il faut davantage apporter quelque chose de positif, amener les jeunes à se mouiller le maillot, et on a vu, Hervé rappelle quand même quelques-uns qui se sont battus pour être candidats à l'élection présidentielle, d'autres également qui se battent aussi pour les législatives et municipales à venir. Donc il y a plein de choses. Mais comment, avec tout cela, le journal précise que le chef d'État va préciser les méthodes ou les modalités du changement attendu par ces jeunes. Moi, j'ai beaucoup aimé ce titre de mutation, si jeunesse pouvait. En réalité, c'est extrait du fameux proverbe qui dit « si vieillesse savait, si jeunesse pouvait ». Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. En réalité, on veut dire que quand on est jeune, on n'a pas encore accumulé de l'expérience, et quand on est vieux, on n'a plus la force d'exprimer. Alors, en disant que si jeunesse pouvait, en mettant si vieillesse pouvait, on aurait pu lire là-dedans que, bon, comme Paul Biya est assez vieux, s'il pouvait vraiment avoir la force de ces jeunes à côté de lui pour faire avancer le Cameroun, ça, c'est tout à fait normal. Et maintenant, si jeunesse pouvait, maintenant, cette jeunesse qui est là, cette jeunesse pouvait vraiment être à côté de Paul Biya, être exploité comme il pouvait, comme il se doit, pour faire avancer les choses. Parce que là, c'est une interpellation pour lui faire comprendre que la jeunesse a encore la force de pouvoir l'accompagner, lui qui est vieux, qui sait, mais qui n'a pas la force. Donc moi je pense que c'est un titre qui est très philosophique et qui est très bien placé. Moi je pense qu'au-delà du titre qui peut prêter à équivoque, il y a la réalité de ce mandat qui arrive aujourd'hui entre les mains de Paul Biya, où il est impératif pour lui d'associer un maximum, beaucoup plus de jeunes. Merci à vous, chers messieurs. La presse est dans les kiosques ce matin, comme tous les jours de lundi à vendredi. La presse vous permet d'être au parfum de l'actualité. Merci, bon retour à vos différentes rédactions. Demain, ce sera une autre édition. Ce sera la dernière de la semaine. Bonne journée à tous.